Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à notre webinaire qui s'intitule Prévention du burn-out en entreprise, dirigeants, cadres, salariés, tous concernés. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'animer ce webinaire en trio. Donc, nous allons commencer par nous présenter. Je suis moi-même Farouk Aïssaoui, ingénieur en prévention des risques professionnels. J'interviens au sein du service médical interentreprise de Moiran et je suis donc accompagné de deux de mes collègues, Emmanuel Dufour, qui est notre psychologue du travail en cours de formation, puisqu'il finalise très prochainement sa formation de psychologue du travail, et qui intervient donc sur deux services, à la fois le SMI et également le CISNI, le service du Nord-Isère, qui est situé, en tout cas dont le siège est situé à Bourgoin-Jallieu, et également donc, le docteur Renoir, qui est fidèle au poste, médecin du travail sur le SMI de Moiran. Voilà. Pour la présentation d'aujourd'hui, nous vous proposons un sommaire, mais alors juste avant, c'est très important, j'ai quelques règles à vous rappeler en ce qui concerne la manière dont on va pouvoir interagir durant ce webinaire. Donc, vous voyez, on est là sur une plateforme qui s'appelle GoToWebinar. Vous avez normalement sur votre droite un panneau de commande avec une flèche rouge. Donc, vous voyez ici cette flèche qui vous permet finalement de déployer ou bien de rabattre le panneau de commande. Donc, si vous déployez le panneau de commande, vous verrez les différentes options de GoToWebinar. Vous allez pouvoir, dès à présent, tout de suite, télécharger la présentation, puisque la présentation que nous vous proposons est disponible dans les documents à télécharger, donc tout en bas du panneau de commande. Il vous suffit de cliquer dessus en version PDF pour pouvoir la télécharger. Ensuite, vous allez pouvoir échanger avec nous pendant cette présentation. Deux possibilités d'interaction, soit le chat. Alors, on va plutôt réserver le chat pour les problématiques dites un petit peu techniques, problèmes de participation, problèmes de connexion, etc. On pourra vous répondre sur la partie technique dans le chat. Et si vous avez vraiment des questions en lien avec le webinaire, je vous invite à utiliser la partie questions. Donc, vous voyez ici, questions. Vous écrivez votre question, vous nous l'adressez, on essaie donc de vous répondre en direct, sachant qu'on aura aussi la possibilité d'interagir de vive voix en fin de présentation. Par contre, à ce moment-là, il vous suffira donc de vous manifester en levant la main. Vous avez l'onglet ici, on retrouve à la fois ici et ici. Une fois que vous cliquez sur cet onglet, ça nous informe que vous levez la main. Et donc, encore une fois, en fin de présentation, on ouvrira le micro pour pouvoir échanger et poser des questions de vive voix. Voilà. Dernière information technique, nous allons très rapidement vous soumettre à un sondage pour savoir connaître en fait la population, le public qui nous écoute, connaître le type de fonction notamment que vous occupez. Pour pouvoir répondre correctement à ce questionnaire, ou du moins à ce sondage, il est très recommandé d'utiliser Google Chrome ou Microsoft Edge, à jour bien entendu, et en format plein écran. C'est très important parce que souvent on a dans le chat des personnes qui réagissent en disant « je n'arrive pas à répondre au sondage ». Il faut absolument vous mettre en mode plein écran. Et si toutefois vous n'avez pas Edge, vous n'avez pas Microsoft Edge ou bien Google Chrome, c'est pas bien grave. Pour nous, c'est juste pour essayer en introduction de cerner un petit peu le type de population ciblée, et ça nous permet aussi de moduler, d'ajuster, je dirais, notre présentation. Voilà. Bon, la présentation sont faites, je l'ai fait en introduction, donc que ce soit Emmanuel Dufour, Christine Renoir ou moi-même. Et donc, sans plus tarder, voilà le sommaire de notre intervention. Dans une première partie, les Suisses concernés par le burn-out, nous allons passer en deux idées reçues. C'est le docteur Renoir qui s'en chargera. Du burn-out, il n'y en a pas dans mon entreprise. C'est une phrase qu'on a très souvent tendance à entendre lorsqu'on intervient auprès de nos adhérents. Ou bien encore, les RPS ne touchent que les plus fragiles. Voilà, le docteur Renoir pourra nous apporter des éléments de réponse quant à ces deux idées reçues. Ensuite, dans un deuxième temps, nous ferons le lien entre les risques psychosociaux et le burn-out, puisque forcément, le sujet du jour, qui est celui du burn-out, ne peut être traité sans passer par la case risques psychosociaux. Donc, nous verrons finalement quel lien existe entre les risques psychosociaux et le burn-out. Pour cela, il faudra définir rapidement les risques psychosociaux et puis expliquer donc le cheminement qui nous permet de, à partir d'une exposition aux risques psychosociaux, éventuellement arriver au bout du bout à un burn-out. Et donc on parlera du burn-out en long, en large, en travers. C'est notamment Emmanuel Dufour qui vous fera une présentation sur ce qu'est réellement le burn-out. Enfin, nous vous expliquerons comment agir concrètement pour la prévention du burn-out, sachant que cette action implique bien entendu tous les acteurs de l'entreprise. Donc ça peut être une action pour soi-même en tant que chef d'entreprise, puisque les chefs d'entreprise
sont parmi les principaux concernés par le burn-out, ou bien plus globalement pour l'établissement, l'entreprise, l'organisation, donc pour une organisation visée, une organisation saine. Voilà, donc je vous le disais, on va commencer tout de suite par un petit sondage. Ce petit sondage va nous permettre de savoir qui vous êtes concrètement. Je vais donc lancer le sondage. La question est très simple, c'est quelle est votre fonction? Vous avez plusieurs réponses possibles, 4 réponses. Donc, chef d'entreprise ou son représentant, manager, service QHSE, salarié ou autre. Alors, je vais laisser un petit peu de temps pour que tout le monde puisse répondre. À l'heure où je vous parle, vous êtes à peu près une centaine de participants à ce webinaire. Donc, on va attendre que, du moins, la majorité des participants puissent se prononcer. Voilà, on est aux alentours de 90% à peu près de votants. Donc, je vais pouvoir vous afficher les résultats. Voilà, donc vous êtes 22% de chefs d'entreprise ou représentants du chef d'entreprise, 22% de managers, 11% du service QHSE. C'est vrai que le service QHSE est souvent en fonction support concerné, bien entendu, par cette thématique ou plus globalement par la prévention des risques professionnels. Et puis 45% de salariés ou autres. Bien écoutez, ça prouve réellement que la prévention du burn-out concerne vraiment tous les acteurs de l'entreprise et nous sommes donc ravis aujourd'hui de vous avoir ici présent à ce webinaire. Sans plus tarder, je vais passer maintenant la parole à notre médecin du travail, le docteur Renoir, pour traiter de la première partie. Donc, suis-je concerné par le burn-out? Bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire très important pour votre santé et la santé de l'entreprise. Donc, après cette introduction, on va parler de quelques idées reçues. Et la première idée reçue qu'on peut entendre, c'est du burn-out. Il n'y en a pas dans mon entreprise. Alors, pour cela, je vais vous illustrer quelques paroles qu'on peut entendre médecins du travail quand on va dans les entreprises. Notamment, on a travaillé ces paroles avec un autre médecin du travail du STISNI qu'on va simplement évoquer et qui, en fait, parle d'elle-même. Première parole, je me sens totalement envahie. J'y pense tout le temps, à mon entreprise, à mon travail. Deuxième parole, vous savez, docteur, j'ai sacrifié ma famille et pour en arriver là où j'en suis, c'est difficile à vivre. Voilà. Troisième parole, docteur, on prend en charge la santé des salariés, mais alors personne, les chefs d'entreprise, personne ne s'occupe de notre stress. Très souvent entendu. Quatrième parole, docteur du management, on n'a que ça en formation. Alors là, c'est un autre problème. Importante celle-ci. Une autre parole que j'ai entendue pendant le confinement par un chef d'entreprise. Je me levais, docteur, je n'arrivais plus à me concentrer. Impossible. Comme si mon mental de travail était bloqué. La notion de blocage. On n'y arrive plus. Ça, pendant le confinement, je l'ai entendu 2 ou 3 fois. Quatrième, non pas quatrième, cinquième, je me sentais comme une coquille vide, une espèce d'anesthésie. Hein. Et puis, dernière parole, docteur, je me réveille toutes les nuits en pensant à mon entreprise. Voilà. Plusieurs paroles, on peut se reconnaître, qu'on peut en fait entendre quand on va dans les entreprises. Nous sommes donc tous potentiellement concernés par le burn-out, que ce soit chef d'entreprise, salarié. Les facteurs de risque sont nombreux, on les verra, je ne vais pas détailler ça ici, ça peut être la surcharge de travail, le manque de clarté des objectifs. Mais sur les choses sur lesquelles je vais insister, c'est plutôt la symptomatologie. En médecine, c'est les signes, la symptomatologie. Ça peut aller simplement à une symptomatologie simple, fatigue, stress, difficulté de concentration, douleur, hypersensibilité au bruit. Parfois, on ne supporte plus qu'on nous parle, jusqu'à une irritabilité, des pleurs, un repli sur soi, une agressivité et des conflits qui se multiplient autour de soi. Voilà.
Donc les RPS, le message important, peuvent concerner tous les types d'organisations, toutes les entreprises, que ce soit les entreprises publiques, les associations, les entreprises privées. Et le burn-out n'est pas qu'une seule forme avérée du RPS, on va le voir prochainement. En fait, dans les RPS, c'est beaucoup plus large que le burn-out. Voilà. La deuxième idée reçue, les RPS ne touchent que les plus fragiles. C'est une idée fausse. On peut tous être touchés par un syndrome d'épuisement professionnel, un cas clinique. Mon métier, je l'aime, je l'ai choisi. J'ai tout fait pour y arriver. Depuis plusieurs semaines, j'ai l'impression d'être vidée de l'intérieur. Je n'ai plus d'énergie pour me lever le matin, plus envie. J'ai trop de projets en cours. Je passe de l'un à l'autre. Je n'en vois jamais le bout. J'ai l'impression de n'avoir jamais le temps de faire correctement mon travail. Je supporte de moins en moins mes collègues, les demandes de mon responsable. On accepte des projets qu'on ne devrait pas accepter. Le chiffre, toujours le chiffre. Je n'ai pas choisi de faire ce métier pour ça. Je me dis qu'être ici n'est pas aussi valorisant et gratifiant que cela. Voyez, dans ce cas clinique, on a plein de choses très intéressantes qu'on va décortiquer ensemble. Et ça, on peut l'entendre à la fois des salariés, à la fois des managers et à la fois des chefs d'entreprise, quelle que soit la situation personnelle dans laquelle on se trouve. Donc, les RPS ne touchent pas que les plus fragiles. Des chiffres pour l'appuyer. Chez les dirigeants, vous êtes en première ligne, 50%, soit la moitié des dirigeants connaissent des états anxieux et la moitié des dirigeants des troubles du sommeil. Et un tiers ont un sentiment d'isolement. Souvent, on entend être chef, c'est être seul. C'est une maxime qu'on va essayer de décortiquer, car on verra qu'en prévention, surtout, il ne faut pas rester seul. Voilà. Plus de 2 tiers des dirigeants sont concernés. Il n'y a pas de doute, l'état de santé de leur entreprise a en fait une répercussion sur leur santé générale. Alors, dans ce qu'on peut entendre, ce qui crée le sentiment de stress, mais on en reparlera souvent, le manque de trésorerie, les incertitudes sur l'activité de l'entreprise dans les semaines ou mois à venir, d'autant plus en ce moment où le contexte sanitaire est complexe avec des répercussions économiques très compliquées. Voilà, la surcharge de travail, toute la difficulté de licencier, hein, ça peut être un stress très important pour nos chefs d'entreprise et nos managers, l'organisation du temps de travail, les difficultés relationnelles avec les salariés, voilà, c'est pas simple que gérer de l'humain, la gestion des fournisseurs et bien sûr, on est dans une société qui se judiciarise, la crainte des prud'hommes, donc voilà, c'est important. Souvent, on entend « on n'a rien vu venir ». Ça aussi, c'est une idée reçue. Parce que quand on est formé, on voit venir. Et c'est ce qu'on va apprendre au jour d'aujourd'hui. Voilà, voir venir. Du coup, donc les RPS peuvent concerner tout le monde, ce que je vous ai déjà dit. Quelle que soit sa personnalité, son histoire de vie, son positionnement hiérarchique. Et les causes des RPS peuvent concerner tout le monde, puisqu'on vient de lister voilà, tout ce qui est possible, la surcharge de travail, les facteurs de risque RPS qu'on reverra ensemble. Sans nier les difficultés liées au contexte économique, les entreprises ont intérêt, et c'est une obligation dans leur document unique d'évaluation des risques, préserver leur capital humain, qui reste bien sûr leur principale ressource. Merci, docteur Renoir, merci pour cette première partie. On va maintenant passer à la partie suivante qui va nous permettre finalement de faire le lien entre les risques psychosociaux et ce fameux burn-out. Donc les risques psychosociaux, eh bien, commençons par déjà les définir. Évidemment, le terme risques psychosociaux peut paraître complexe hein, du fait de la terminologie psychosociaux. Rassurez-vous, il n'est en aucun cas question d'aller sonder la nébuleuse psyché des individus. Risques psychosociaux simplement parce qu'on est situé à l'interface entre les individus, psychos, et sociaux, leur situation au travail, la manière dont ils vont pouvoir interagir aussi au travail, donc leurs relations professionnelles. Là, on a pris le modèle de l'INRS, qui est aujourd'hui le modèle qu'on retrouve le plus souvent, qui nous définit les risques psychosociaux comme regroupant finalement les situations dites de stress au travail, de violence interne et de violence externe. Et donc des situations
d'une exposition à certains facteurs de risques psychosociaux qui peuvent avoir des conséquences non seulement pour les salariés, mais aussi, on le verra, pour l'entreprise. Donc le stress, commençons par ce premier terme que tout le monde emploie, que tout le monde connaît. En fait, on a deux définitions du stress. On a une première définition qui est dite psychosociale. Hein, vous l'avez sous les yeux, l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail nous dit clairement que le stress est un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Alors si on veut faire beaucoup plus simple, hein, le stress, c'est simplement quand on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Et je dis bien on a l'impression, puisque vous voyez dans la définition, on parle de perception, à la fois des contraintes que nous impose notre propre environnement, mais également perception de nos propres ressources. Donc, on n'est pas égaux face au stress, ça c'est une certitude. Hein. Vous avez deux collaborateurs dans une même unité de travail, avec les mêmes conditions de travail, la même organisation hiérarchique, eh ben, les deux ne seront pas égaux, ne réagiront pas de la même manière face à une situation stressante. Donc, le terme stress, même s'il est souvent employé, n'est qu'une des expressions des risques psychosociaux, un petit peu comme le burn-out. Hein. Souvent, ce sont des mots un petit peu qu'on a vulgarisés aujourd'hui, qu'on utilise très couramment dans notre vocabulaire de tous les jours, mais stress, ça ne veut pas dire synonyme ni de burn-out, ni de risques psychosociaux. Alors, ce qui va se passer, c'est assez incroyable, au niveau physiologique, cette fois-ci, je vous disais qu'il y avait deux définitions, une première psychosociale et puis donc une seconde physiologique, c'est que cette perception va être à l'origine d'une réaction, on peut même dire d'un réflexe reptilien au niveau du cerveau, puisque un message clair est envoyé avec une sécrétion en forte quantité des hormones liées au stress, notamment les catécholamines, qui vont donc se diriger vers des récepteurs, et tout cela dans un même objectif, celui de mettre le corps en sur-régime. Le corps en sur-régime pour pouvoir répondre donc face à la situation, à la sollicitation, et donc trois manières globalement de répondre face au stress. La personne, l'individu va soit faire face à la situation stressante, donc je pose sur votre table un dossier en vous demandant de le rendre dans une heure, alors que selon vous, normalement, il en faut 3. Naturellement, vous allez stresser. Et donc, vous pouvez soit vous remonter les manches, c'est donc faire face. Alors, faire face, dans d'autres situations, ça peut même être faire preuve d'agressivité. Donc, on voit bien que le stress est complexe et peut créer des problèmes. Soit, deuxième possibilité, c'est la fuite. Donc, la fuite, ça peut vraiment se matérialiser par le fait de prendre ses jambes à son cou ou, plus subtilement, essayer de faire en sorte de ne pas avoir à traiter la situation. Et puis troisième réaction possible, c'est la perte de moyens, la tétanie. Donc là, on est complètement désarmé face à la situation, on ne sait plus quoi faire. On perd littéralement nos moyens. Donc vous voyez bien que le stress, finalement, va avoir un effet de boost sur l'organisme. Et peut même, on peut le dire, dans certaines situations, s'avérer nécessaire. Le problème du stress, c'est lorsqu'il dure trop dans le temps. Lorsqu'on passe d'une situation dite, comme vous le voyez ici à l'écran, de stress aigu, où là, donc effectivement, on est sur une sollicitation ponctuelle qui va mettre certes notre corps à rude épreuve, mais dans la durée de manière très très limitée, à une situation dite de stress chronique, puisque le fameux dossier que je pose sur la table et que je vous demande de traiter dans l'heure qui suit, si ça se produit de manière continue, sans cesse, tous les jours, là, on n'est plus dans une situation dite de stress aigu, mais on passe vraiment dans une situation de stress chronique. Et donc, le stress chronique, comme chrono, comme le temps, est le stress qui va s'installer. Et c'est ce stress-là qui, au bout du bout, peut aboutir à de réelles conséquences pour la santé et donc la maladie concrètement. Donc c'est pour ça, on a tendance à entendre parler de bon ou mauvais stress. Parlons plutôt de stress aigu ou de stress chronique. Et évidemment, oui, le stress est un facteur de troubles musculo-squelettiques. Aujourd'hui, ça s'est avéré. Je vous renvoie pour ça vers les travaux notamment du professeur Davzy, professeur en médecine du travail qui exerce du côté de Lyon, qui a vraiment démontré que ces hormones dont je vous parlais en surcharge, lorsque les hormones sont sécrétées de manière trop importante, peuvent jouer un rôle inflammatoire au niveau même des articulations. Et de toute manière, on sait aussi qu'il y a un effet purement mécanique lié au stress. Quand on est stressé, on est tendu, on travaille plus vite, donc on use plus rapidement son corps. Voilà, ça c'était pour le stress. Donc on a dit que les risques psychosociaux, c'était du stress, mais également des violences au travail. Violences internes, violences externes. Alors on commence déjà par peut-être différencier les deux. Les violences internes, dès lors qu'elles ne concernent que des personnes internes à l'entreprise ou à l'établissement,
à l'intérieur de l'organisation, les acteurs de l'établissement, dans un même organigramme. Et les violences externes, ce sont celles qui vont cette fois-ci impliquer des personnes étrangères, extérieures à l'organisation, à l'organigramme, à l'établissement. Donc ça peut être évidemment du public, des bénéficiaires, des patients, des familles, des résidents, des clients, des fournisseurs, des riverains, peu importe, mais ce ne sont pas des personnes qui sont liées à l'institution, à l'établissement par un contrat de travail. Et c'est en ça qu'on fait la différence entre les deux, parce que l'employeur n'a pas du tout la même marge de manœuvre entre les violences internes et les violences externes. Alors il pourra quand même agir en violence externe, mais en violence interne, on a véritablement un contrat de travail qui lie les salariés à l'entreprise, et donc avec un cadre précis qui doit obligatoirement être respecté, etc. Et là, on parle vraiment de toute forme de violence. Bien sûr, on pense tout de suite aux violences physiques, mais ça comprend également les violences dites verbales, les violences comportementales. Le fait de par exemple, ignorer un collègue ou un collaborateur, ça peut être vécu de manière très très violente. Et puis, bien entendu, les violences dites psychologiques. Et là, on pense naturellement aux situations de harcèlement, harcèlement moral, harcèlement sexuel, dont le cadre est très très précis. Et pour ça, justement, je vais maintenant passer la parole à Emmanuel qui va vous parler donc plus en détail du harcèlement moral sexuel. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, sur le harcèlement, moi, ce qui me frappe, c'est le mot harcèlement qu'on entend de plus en plus. Si vous regardez sur l'écran, vous avez donc une illustration. Derrière ce mot, on entend en fait énormément de choses et on ne sait pas toujours à quoi il réfère. Dans le langage de tous les jours, on peut parler de harcèlement parce qu'on a la pression pour ne pas dénoncer quelque chose. On peut parler de l'obligation de toujours faire plus, de menaces qu'on peut ressentir, de moqueries collectives, sournoises, de gestes inappropriés ou dérangeants. Donc tout ce vécu négatif est souvent regroupé dans le mot harcèlement. L'objectif aujourd'hui est de clarifier cette notion. C'est frappant parce que il me semble qu'on a perdu Emmanuel. Emmanuel, il me semble qu'on ne t'entend plus. Ça y est, on t'a retrouvé. On m'a retrouvé. Ça y est, merci. Donc, le contraste entre le harcèlement, comme on en parle tous les jours, et comme on y pense, son vécu, et puis la notion juridique est forte, puisque c'est une notion juridique, le harcèlement, qui est définie dans le code pénal, qui a été repris dans le code du travail, qui se décline en harcèlement sexuel et harcèlement moral. Donc, c'est une notion vraiment juridique précise. Ça, c'est le premier point que je voulais ancrer. Concrètement, derrière, il y a concrètement derrière une obligation de l'employeur. Alors, j'ai un petit souci d'écran qui va se régler. J'ai plus de retour écran. Excusez-moi, le temps que ça se... Est-ce que l'écran est toujours visible? Effectivement, on a un écran blanc, Emmanuel. Oui, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais essayer de regarder ça. Donc, évidemment, on vous parle de stress. Il faut bien qu'on vous montre ça par la pratique. Voilà, je pense que c'est réglé. Allez, je te redonne la parole. Voilà, alors, j'étais sur la notion de harcèlement, ça ne veut pas avancer. Pour vous dire que la Cour de cassation mentionne par rapport à cette notion de harcèlement que c'est une obligation de l'employeur de réagir. Alors, forcément, on ne réagit pas à la notion de harcèlement, parce que le harcèlement doit être qualifié juridiquement, mais on réagit aux faits qui peuvent faire penser à du harcèlement. La Cour de cassation, comme vous le voyez sur l'écran, a mentionné l'obligation de l'employeur d'enquêter sur des faits de harcèlement. Donc, ce qu'il faut retenir de cette notion-là, c'est que qualifier un fait de harcèlement relève du juridique, mais l'employeur est tenu d'agir en enquêtant quand il suppose que des faits pourraient relever du harcèlement. Alors, de quoi parle-t-on exactement
dans la loi. Le repère, c'est ça, c'est une répétition d'actes hostiles, individuels, collectifs ou organisés, ayant pour but ou conséquence une dégradation des conditions de travail pouvant affecter la dignité, la santé et le devenir professionnel. Je ferai juste quelques commentaires sur cette définition. On repère que c'est une répétition, il ne s'agit pas d'un acte isolé. On repère aussi qu'il s'agit d'actes qui sont hostiles, mais que ces actes hostiles, vous voyez, ils peuvent être individuels, donc un salarié envers un autre, ils peuvent être collectifs, ça peut être en réunion ou dans un moment informel, mais ils peuvent être aussi organisés, c'est-à-dire qu'une organisation qui aurait des conditions de travail, une organisation qui, par exemple, favoriserait la nomination tous les mois du moins bon salarié et qui serait affiché, pourrait être comment dire, qualifié de harcèlement après enquête. Ensuite, on voit qu'on a un but ou simplement une conséquence, donc il n'est pas obligé de faire état d'une intention, simplement la conséquence de ces actes suffit pour pouvoir parler de harcèlement, et que la conséquence, c'est une dégradation des conditions de travail, pas forcément directement de la santé, ou avec la santé est une cause indirecte. Donc, cette définition est quand même relativement large. Les situations, forcément, on peut se poser la question, quelles sont les situations qui, derrière, peuvent être relevées du harcèlement? Et vous voyez, on peut, entre des situations normales où on parle de conflits, de désaccords dans le travail, de parler un peu franchement, de contrôle de tâches. Donc, ces situations qui sont normales, quand est-ce qu'elles virent, entre guillemets, dans l'illégal? Quand est-ce qu'elles peuvent relever du harcèlement en passant simplement par des étapes où elles sont pénibles? Un conflit est normal, mais il peut être difficile à régler et potentiellement tomber dans le harcèlement. Donc, le petit conseil par rapport à tout ça, c'est que souvent, et notamment en tant que cadre, mais même en tant que salarié autour de soi, c'est prendre un moment pour échanger avec d'autres sur ces pratiques. Se poser la question, ce conflit, comment je le gère, comment tu le gères, est-ce qu'on peut comparer, qu'est-ce que tu en penses? Prendre conseil auprès d'autres, c'est un point vraiment important. Et le deuxième point, le deuxième petit conseil, c'est surtout réagir aux tensions relationnelles avant qu'elles dégradent trop le climat et prendre conseil si on a besoin. Voilà ce que je voulais dire par rapport au harcèlement. Je vais laisser Farouk reprendre la main. Merci Emmanuel. Ces précisions étaient nécessaires, hein, puisqu'on entend vraiment très souvent, très souvent, les gens se plaignent de harcèlement, voire parfois juger la situation avant même qu'il y ait eu d'enquête en disant bah, c'est un harceleur, il me harcèle. Attention, attention avec l'usage de ce terme. Et effectivement, ce qu'on peut également vous conseiller, c'est que en interne, dès lors qu'on a des plaintes, alors évidemment, il faut déclencher une enquête, mais en interne, il est très important de prendre le temps aussi d'utiliser les mots justes. Alors, utilisez plutôt des mots nuancés en disant que ce sont des agissements pouvant être assimilés à du harcèlement, des pratiques inadaptées, etc. Hein, des agissements, une pratique managériale inadéquate. Bref, utilisons des termes qui ne laisseront pas la possibilité aussi, en contre-attaque, entre guillemets, d'être nous-mêmes, lorsqu'on se sent victime, poursuivi pour dénonciation calomnieuse, parce que c'est ce qui arrive aussi de plus en plus dans les entreprises, malheureusement. Du coup, on a parlé de risques psychosociaux avec un zoom bien précis sur le harcèlement. Bah, concrètement, maintenant, quel lien entre risques psychosociaux et burn-out? Et pour ça, j'aime utiliser cette image de l'INRS. Donc, on a ici au centre les risques psychosociaux qui vont donc affecter l'individu. On le rappelle, situation de stress, de violence interne, de violence externe. Et ces risques psychosociaux, dès lors qu'on y est exposé, peuvent avoir en fait des conséquences sur la santé des salariés, mais également sur l'entreprise. Un impact direct sur l'entreprise. Je rappelle que l'OSHA a publié une étude. Je vous invite à aller taper sur Google 1 euro investi prévention RPS. Donc l'OSHA, c'est l'organisme européen de prévention, dans lequel il est démontré, mais vraiment chiffre à l'appui, que pour 1 euro investi dans un pays industrialisé comme la France, hein, et donc particulièrement en Europe, 1 euro investi peut rapporter dans la même année jusqu'à 13,64 euros, je crois, de mémoire. En tout cas, plus de 13 euros dans la même année. Donc on voit bien qu'effectivement, lorsque les personnes souffrent, lorsqu'on est en risque psychosociaux, il y a une vraie incidence pour l'entreprise. Et donc évidemment aussi pour la santé des salariés. Et c'est là, dans les conséquences possibles
qui découle d'une exposition aux risques psychosociaux qu'on peut retrouver le fameux burn-out. Donc c'est un des troubles finalement, c'est un des cheminements possibles, de la même manière que lorsqu'on est exposé à des risques psychosociaux, on peut aussi présenter des troubles de l'anxiété, des dépressions, des troubles musculo-squelettiques, j'en ai parlé tout à l'heure, des maladies cardiovasculaires, voilà, tout un tas de pathologies, et donc le burn-out, ici, le syndrome d'épuisement professionnel en fait partie. Alors, dernière information importante quand même à vous donner, puis je vais repasser la parole à Emmanuel pour qu'il puisse faire le zoom sur ce burn-out. Les risques psychosociaux, ce n'est pas une fatalité. Les risques psychosociaux, c'est le fruit, très souvent, d'une exposition à des facteurs de risque. Je dis très souvent, mais en fait, c'est systématique. Pour qu'il y ait des risques psychosociaux, il faut qu'on soit exposé à des facteurs de risque psychosociaux. Là aussi, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails de ces facteurs. Je vous invite à consulter les différents outils de l'INRS, notamment les facteurs de risque qu'on a l'habitude de vulgariser comme étant les facteurs GOLAC, où là, vous voyez qu'en étant exposé à ces facteurs, on peut donc se retrouver en situation de risques psychosociaux. Voilà. C'est important pour nous de vous expliquer le cheminement d'une exposition à des facteurs de risques psychosociaux qui donnent lieu à des risques psychosociaux qui peut donc aboutir à du burn-out. Donc le cheminement est important pour faire le lien entre risques psychosociaux et burn-out. Je repasse la parole donc à Emmanuel, cette fois-ci, qui va vous parler de ces différentes manifestations de l'exposition aux risques psychosociaux, en particulier du burn-out. Voilà, alors on reprend exactement sur la logique que vient de présenter Farouk, où les facteurs de risque permettent de quantifier des risques, dit RPS, des risques psychosociaux. Alors quand on parle de burn-out, on a souvent en tête quelque chose de spectaculaire. On pense à une rupture un peu du jour au lendemain, la surprise de quelqu'un qui se réveille pas un matin, qui n'a plus l'énergie d'aller au travail, quelque chose de décalé par rapport à quelqu'un qui a de l'énergie et qui n'en a plus le lendemain. Alors effectivement, on n'est plus dans le risque, on tombe dans la maladie quand on commence à parler de burn-out. En revanche, ce tableau un peu spectaculaire n'est pas toujours celui auquel il faut s'attendre, et on va regarder ensemble quels sont les facteurs qui peuvent permettre de détecter les choses. Donc, par extension, dans le langage courant, donc on parle souvent de burn-out pour un petit peu chaque fois qu'on craque dans le milieu de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas non plus. Donc, premièrement, le burn-out, c'est une maladie. J'ai voulu donc pour illustrer ça montrer un petit processus. Vous voyez donc là à l'écran apparaître les images de comment on pourrait illustrer ce développement du burn-out. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette illustration? La première chose, c'est que c'est un processus qui se développe, c'est-à-dire qu'on passe par différentes étapes où petit à petit, on arrive à un état dans lequel, effectivement, on peut avoir ce vécu de rupture ou de ne plus pouvoir se lever le matin, qui correspondrait à la dernière image. Donc, c'est un processus qui veut dire que c'est une évolution et qu'on peut détecter tout au long des phases un changement. Ensuite, cette image est quand même peut-être un peu trompeuse dans le sens où on a l'impression que l'on peut voir. Alors, effectivement, il y a des choses qui se voient, mais il y a aussi des choses qui sont vécues à l'intérieur, et le développement d'un burn-out peut être aussi avoir un vécu interne important qui ne reflète pas forcément ce qu'on voit à l'extérieur. Alors, avançons un petit peu dans ce registre-là. Quand on parle de burn-out, on parle de pathologie de surcharge. Donc ça, c'est important parce que sur le travail, on peut avoir différents types de pathologies. Il faut retenir que le burn-out est lié à une pathologie de surcharge. Et donc, ça amène à détailler un petit peu ce que sont les pathologies de surcharge. Donc, si on regarde dans ce champ-là, les différentes pathologies de surcharge pour situer le burn-out, une surcharge peut mener à des troubles anxio-dépressifs. Pour aller très vite, de l'angoisse pour un certain nombre de situations, avec ou sans perte d'élan interne, de moteur tous les jours, quand on parle de dépression. La pathologie de surcharge peut se manifester par un trouble de l'adaptation. Alors, on a tous besoin dans notre vie de structure.
de repères, de stabilité, et en même temps tout ce besoin de stimulation, c'est-à-dire de changement. Ça, c'est assez naturel. Alors, comment on fait pour gérer à la fois de la stabilité et de la stimulation? Ben, on s'adapte constamment, et ça, c'est un processus qui est normal. Sauf que dans certains cas liés à la surcharge, eh ben, on n'arrive plus à gérer cet équilibre. Dans les pathologies de surcharge, on peut parler aussi de surcharge psychique, alors là qui vont se manifester plutôt par des troubles de la mémoire, de l'humeur, des difficultés à raisonner alors que tout allait bien avant, le langage par exemple aussi qui peut être atteint. Ça peut aussi se manifester par des surcharges physiologiques, et là je fais le lien avec ce qui vous a été présenté avant, les TMS, des formes d'AVC, enfin c'est tout ce qui va se manifester somatiquement lié à la surcharge. Dans les pathologies de surcharge, on peut parler de surmenage aussi. Surmenage, alors pour illustrer ça, qui va être une fatigue très importante, qui va nécessiter un gros repos pour pouvoir s'en dégager. Et enfin, la forme souvent la plus combinée, la plus spectaculaire, qui est le syndrome d'épuisement professionnel, qui est le nom officiel du burn-out. Alors, de quoi parle-t-on? La définition que je vous ai recopiée là est celle de la Haute Autorité de Santé de 2017. On parle d'épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Alors, dans cette définition-là, ce qui me paraît important de souligner, c'est qu'il s'agit d'un épuisement. Hein, donc, alors il n'y a pas de différence entre rouge et bleu, c'est simplement pour m'arrêter sur des termes différents. Un épuisement, donc sensation d'être vidé, et qui se manifeste sur différents plans, c'est-à-dire aussi bien physique, émotionnel et mental. Vous voyez que par rapport aux pathologies de surcharge, on pioche, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, dans plusieurs catégories de troubles. Mais ça se manifeste donc à la fois sur le plan physique, sur le plan émotionnel et sur le plan mental. Donc difficulté de raisonnement, fatigue, troubles de l'humeur, des choses comme ça. Vous voyez ensuite qu'il y a une notion de prolongé. Il ne s'agit pas d'un pic. Tout à l'heure, vous parlez de stress aigu chronique avec la notion donc de crise et puis après de développement dans le temps. Là, sur le syndrome d'épuisement professionnel, c'est une maladie qui se développe dans le temps, qui dure. C'est prolongé. Il suffit pas juste de se reposer un petit peu et ça va passer. Alors, c'est lié à des situations de travail, vous voyez, qui sont exigeantes. Donc, derrière exigeante, on peut sentir une notion de stress perçu qui est long dans le temps, avec un fort niveau de stress perçu, et puis avec une particularité qui est une situation où il y a un vécu émotionnel qui est fort. Alors, si on va un petit peu plus loin dans cette description, on voit que pour définir le burn-out, on passe par plusieurs. Alors, j'ai une petite. Voilà, c'est ça. Pour vous afficher donc les trois familles de symptômes qui sont associés au burn-out. Et là, c'est important pour moi de vous dire que on parle d'épuisement professionnel ou de burn-out uniquement quand ces trois familles sont représentées simultanément. C'est-à-dire, on va voir un petit peu plus en détail, mais que l'on a à la fois un épuisement général, à la fois un certain cynisme, et je vais développer un peu ce que ça veut dire, qui se développe vis-à-vis du travail, et à la fois une dégradation de l'accomplissement personnel, c'est-à-dire l'impression qu'on se réalise, qu'on fait quelque chose, donc on peut être fier de son travail. Alors, comment se manifestent ces trois symptômes? Vous voyez, épuisement général, physique, psychique, émotionnel. Je vous ai listé quelques symptômes qui peuvent être détectables dans cette catégorie, mais il s'agit d'une fatigue qui est, là, on parlait bien de chronique, une lassitude générale. Quelquefois, ça se manifeste physiquement par des maux de tête à répétition. J'ai beaucoup de témoignages de personnes qui après coup se rendent compte qu'elles rentraient au travail depuis 2 mois, 3 mois, en ayant tous les soirs mal à la tête et qui ne se rendent pas compte que ça participe de ce burn-out et qui s'en rendent compte après. Donc ça peut tout à fait faire partie.
une tension musculaire, troubles du sommeil. Vous voyez, vous avez une liste de symptômes dans cette catégorie. Ça peut être des troubles de l'humeur, par exemple aussi, rentrer chez soi et être sans arrêt irritable, un peu cassant avec ses proches, alors qu'on n'est pas comme ça d'habitude. Je vous donne quelques exemples issus d'entretiens que j'ai pu avoir récemment. Alors, sur le cynisme vis-à-vis du travail, de quoi parle-t-on quand on parle de cynisme? Alors, il faut voir ça un petit peu comme une déshumanisation du travail, c'est-à-dire considérer les autres et son travail comme quelque chose d'un peu mécanique, où on n'a plus vraiment de relations humaines. Et c'est un moyen aussi de se détacher du travail qui est trop prenant, donc de faire les tâches qu'on a à faire sans considérer le travail forcément des autres, sans comprendre ce que les autres peuvent vivre et en se repliant sur qu'est-ce qui est difficile pour soi, j'en ai rien à faire des autres. Quelqu'un me disait récemment avoir eu des retours de ses collègues surpris de le voir répondre comme il leur avait jamais répondu, d'une manière un peu froide, un peu détachée, en n'ayant plus le souci de ce qu'il pouvait ressentir. Et voilà, donc ça, ce sont des caractéristiques. On peut parler aussi de perte d'empathie, d'attitude négative ou rigide, s'arc-bouter sur les façons de faire qui doivent être comme ça et pas autrement. Vous voyez, c'est tout ce côté un petit peu enlever la souplesse, l'humanisation, les émotions qui sont naturellement présentes dans le travail. Et enfin, la troisième famille que j'appelais tout à l'heure, donc dégradation de l'accomplissement personnel au travail, qui là se révèle par une perte de sens au travail, une dévalorisation de soi. Je pensais, j'ai un cas clinique qui me vient en tête d'une personne vraiment très diplômée, avec plusieurs diplômes de niveau 1 en poche, avec comment dire une capacité à diriger, à ses confiances en soi, et qui, après un burn-out, m'a dit, mais je ne me reconnais plus. Je ne me reconnais plus, j'ai jamais été comme ça, je pensais même pas que je pouvais être comme ça. J'ai l'impression que je ne suis capable de rien, que je suis plus compétente, alors que, vous voyez, on est dans quelque chose où la personne ne voit plus ses compétences, n'a plus l'impression que son travail sert à quelque chose. Donc ça, c'est pour illustrer ce sentiment de dégradation de l'accomplissement personnel. Plus avoir, vous voyez, vous avez des mots qui sont ne plus avoir grand-chose à donner aux autres, inutilité, impuissance, être dépassé par ce qui se passe. Alors là, on a balayé ces trois catégories et donc le message principal, c'est que ces différentes catégories, effectivement, doivent être présentes simultanément pour pouvoir parler de burn-out. Sinon, on est plutôt dans le registre d'une des autres pathologies de surcharge. Et vous voyez que ces manifestations sont multiples. Elles sont sociales dans les relations, elles sont émotionnelles dans les réactions, ou l'absence d'émotions ou le trop plein d'émotions. Elles sont dans la capacité à penser ou les réactions même physiques. Voilà, si on balaye un petit peu les caractéristiques du burn-out, alors, moi, ce que je vous engage à faire, c'est un petit exercice de réflexion personnelle que vous pourrez reprendre encore une fois que vous aurez la présentation, mais vous pouvez essayer de vous dire dans tous ces petits items que vous voyez à l'écran, quels sont les points qui me parlent? Quels sont, si je devais dire, voilà, 1, 2, 3 pour chacun, où est-ce que je me retrouverais? Vous pouvez vous poser la question, combien me concerne? Et depuis combien de temps? Est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que ça dure depuis 6 mois, depuis 2 ans? Et puis dans combien de dimensions? Est-ce que je suis vraiment que dans la famille épuisement général ou est-ce que je me retrouve un peu dans d'autres familles? Un point qui est important aussi, c'est de se dire qu'en pensent les autres? Parce que moi, je me vois comme ça, mais finalement, quelquefois, les autres relativisent en disant mais non, d'habitude, tu es comme ça, donc il n'y a pas de changement, ou au contraire en vous disant ah mais non, mais là, c'est très différent d'habitude. Donc, en parler avec les autres est une bonne façon aussi de savoir s'évaluer. Voilà, donc c'est le petit exercice qui vous permettra de vous situer si vous vous sentez dans un de ces symptômes, ça vous permettra de factualiser.
Alors, puisqu'on est sur les messages de prévention, là, on a vu en quoi on peut caractériser le burn-out. Qu'est-ce qu'on peut entendre, qu'est-ce qu'on peut repérer? Ça me paraissait important de parler des mots du burn-out. Quand on parle de souffrance et de différencier avec souffrance au travail ou harcèlement dont on parlait tout à l'heure, souvent dans l'expérience en recevant des personnes qui souffrent de burn-out ou de surmenage, on arrive à entendre. Donc, pour la souffrance, je n'arrive pas à faire mon travail pour tout un tas de raisons. Quand on parle de harcèlement, souvent les personnes ne comprennent pas ce qui se passe. Elles ont l'impression quelque chose qui pèse sur elles. Elles n'arrivent pas vraiment à mettre des mots dessus. Mon expérience sur le surmenage, puis le burn-out, parce que vous voyez bien que ce ne sont pas les mêmes choses, ce sont deux pathologies différentes. Le surmenage est une composante du burn-out, mais souvent dans les pathologies de surcharge, on commence par être surmené, puis petit à petit, on perd, comment dire, on devient cynique, on se robotise, on perd le côté humain du travail, et puis on peut perdre l'accomplissement de soi. C'est pour ça qu'il y a une sorte de logique, de processus, dans lequel on entend progressivement, au départ, quand on est fatigué, il faut que je tienne. Et c'est un peu compliqué en ce moment, mais allez, ça va aller. Je suis pas au top, mais ça va aller mieux. Et ce qui est frappant, c'est que ce processus peut durer. Dans les personnes que j'ai reçues ces derniers mois, en discutant avec elles, on s'aperçoit que ce processus peut se développer sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Et quelquefois, des personnes se rendent compte de quelque chose et mettent un certain temps à vouloir le résoudre. Et bien souvent, le burn-out concerne les personnes qui sont les plus engagées. Et cet engagement fait en sorte qu'ils veulent résoudre le problème. Ils veulent pas se laisser abattre, ils veulent s'accrocher. Alors on peut parler de volontarisme ou alors aussi un peu de déni, de manque de réalisme. C'est en même temps un engagement très fort et cet engagement qui emmène dans une lutte et dans une injonction vis-à-vis de soi. Je dois y arriver, je dois m'en sortir, je vais améliorer les choses, ça va le faire. C'est un gros challenge, mais je rame et c'est bon, je vais m'en sortir. Vous voyez, et on retrouve cette logique de déni, volontarisme, injonction, je dois y arriver, ou excuse, on excuse les autres ou le contexte. Donc, ce qui est important, c'est que ce processus, vous voyez, il se développe parfois sur un long moment et il aboutit à un effondrement, mais il est détectable. Et donc, le conseil qu'on peut donner, c'est d'être attentif aux autres. J'ai pris le temps de vous expliquer ces différents symptômes, de vous donner des paroles que l'on entend, c'est aussi pour que ça vous parle quand vous êtes dans une réunion, quand vous êtes à la machine à café, vous puissiez écouter ce que disent les gens d'eux et vous puissiez écouter ce que disent les gens de vous aussi. Et ne pas hésiter, si vous avez un doute, à consulter un clinicien du travail, un médecin du travail, un psychologue du travail pour un avis. N'attendez pas d'être sûr d'être malade, c'est-à-dire un petit peu comme le petit tas de cendres qu'on peut voir à côté avec son collègue qui lui dit tu devrais prendre des vacances. Il faut pas attendre d'être sûr d'être malade pour partager ses doutes, pour amener un problème qu'on n'arrive pas à résoudre ou une question que l'on se pose à propos de son travail. Donc ça, c'est important de pouvoir en parler avant que ce soit trop tard. Alors, une fois que un burn-out s'est développé, on peut se poser la question comment on s'en sort? Alors, je vous présente ici simplement en quelques étapes. Il est tout à fait possible de soigner un burn-out. Il faut déjà, vous voyez, dans un premier temps, se projeter dans un processus qui va demander du temps. Alors, il y a un certain nombre d'étapes à franchir. Il ne s'agira pas juste de se reposer un petit peu pour pouvoir s'en sortir. En revanche, la première étape sera de s'arrêter. Et quelquefois, il faut être un peu prescriptif, c'est-à-dire obliger la personne à s'arrêter. Et donc ça, son entourage peut lui renvoyer des signaux dans son travail aussi. Et puis, un médecin du travail, un psychologue peuvent l'orienter sur l'obligation de s'arrêter pour ne pas replonger dans le travail et reprendre le processus négatif qui l'a amené à cet état d'épuisement professionnel. La deuxième étape, c'est formuler ce que l'on vit.
se rendre compte dans quel état on est, ce qui s'est passé, en prenant le temps, parce que ça demande du temps. Quand on est fatigué, on a du mal à penser, donc il faut petit à petit se faire aider pour aller mieux physiquement, pour petit à petit repenser les choses et pouvoir dire ce que l'on vit. La troisième étape va être de recontacter du plaisir, parce que quand on est dans un, vous avez vu les différentes catégories du burn-out, on a du mal à contacter le plaisir, donc c'est en général plus facile dans cette période d'arrêt de retrouver dans sa sphère personnelle, dans sa vie déjà, de recontacter le plaisir, de retrouver ses proches, d'avoir des activités pour soi. Enfin, chacun va essayer de retrouver le plaisir dans cette sphère-là dans un premier temps. Et puis, enfin, une dernière étape qui sera l'étape importante est de pouvoir, une fois qu'on a retrouvé ce plaisir, analyser le travail, analyser son travail actuel, son travail passé, ce qui était une source de plaisir à un moment et qui est devenu une source de souffrance et qui a fait basculer dans ce processus. C'est ce qui permettra, c'est ce qui sera la condition pour formuler un projet d'avenir et le développer dans le temps. Alors évidemment, tout ce processus, vous avez vu, demande du temps et aussi demande l'intervention et l'accompagnement d'un clinicien en qui on a confiance, donc un médecin du travail, un psychologue du travail, un psychothérapeute, tout dépend des situations, mais c'est important de se faire accompagner. Alors les 6 messages clés pour moi sur cette partie autour du burn-out sont que tout passage à la maladie est un processus, c'est-à-dire que ça se développe dans le temps, ça évolue et donc c'est détectable. Le deuxième message, c'est que tout craquage au travail, la crise de nerfs jusqu'à sortir en claquant une porte ou être en arrêt pendant une semaine parce qu'on n'en peut plus, n'est pas forcément un burn-out. En revanche, toute pathologie de surcharge peut être grave et dégénérer. Donc il faut surveiller et réagir de manière appropriée à tout ce qui peut être le signe d'une pathologie de surcharge. Ce qui m'amène au quatrième point, d'être attentif aux signes, que ce soit les caractéristiques que l'on a détaillées ou les mots pour soi et pour les autres. Et c'est important de ne pas oublier pour soi, on y reviendra un petit peu plus tard dans la présentation. Enfin, partager son questionnement avec un spécialiste, et j'insiste sur le partager son questionnement. N'attendez pas d'avoir la réponse pour aller voir un spécialiste et lui dire « je suis atteint de burn-out ». Non, on va voir un spécialiste pour partager son questionnement. Je ne comprends pas, je suis fatigué, je rentre tous les soirs et je pense sans arrêt à mon travail. Vous voyez, partagez vos questionnements, ce qui vous permettra d'être en amont, d'être dans la prévention. Et enfin, le message que la guérison d'un burn-out est tout à fait possible si on est bien accompagné et plus c'est pris à temps, mieux c'est. Alors voilà, là on vient de passer en revue tout ce qui constitue le cœur du burn-out et on arrive à la partie où là on a envie d'agir concrètement dans l'entreprise pour prévenir le burn-out. Alors, comment agir? Pour qui? Alors, c'est important dans une démarche de poser le décor. On a dit tous concernés, les dirigeants, l'encadrement, les salariés. Chacun est chargé de missions différentes. On peut dire que le dirigeant a la responsabilité légale. C'est lui qui répartit les pouvoirs, qui délègue les différents rôles dans l'entreprise. L'encadrement est souvent le relais de la structure. Il va soutenir son équipe. Et le salarié, lui, est sur le terrain et il intègre toutes les contraintes. Alors, chacun de ces rôles, un petit peu caricaturés, hein, forcément, pour pouvoir donner ces 3 catégories, sont associés à des risques différents. C'est-à-dire que le salarié est sur le terrain, il intègre les contraintes, mais il fait face aux imprévus. Et comment réagir aux imprévus? Le dirigeant, lui, porte toute la responsabilité. Il n'y a personne qui est aussi responsable que lui, et en même temps, il est dans une situation où ce n'est pas lui qui réalise sur le terrain. Donc, c'est un facteur important de stress, d'être responsable de l'ensemble sans forcément avoir la main mise, de gérer en tout cas la réalisation de l'ensemble de l'activité. L'encadrant, souvent, ce qu'il relate, c'est qu'il est entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire qu'il doit être le représentant de la structure tout en soutenant son équipe, ce qui est un peu compliqué. Alors, pourquoi poser ce décor? C'est que chacune de ces catégories a un vécu différent suite à cette position.
et un poids différent. Par exemple, le responsable peut, du fait de cet écart entre cette charge de l'ensemble des salariés, l'ensemble de la responsabilité, avoir un poids émotionnel fort. Et on parlait de burn-out, le facteur émotionnel pour le burn-out est important. Le rôle du dirigeant porte un rôle émotionnel, même si souvent, c'est pas dans une fonction de dirigeant qu'on exprime le plus ses émotions. Par contre, cette situation est une situation qui porte en elle une charge émotionnelle, c'est la charge de l'ensemble de l'entreprise. De la même manière, un salarié sur le terrain, lui, fait face aux imprévus et va avoir besoin de marge de manœuvre. Et souvent, il ne les exprime pas forcément, mais il a besoin de marge de manœuvre pour faire face aux imprévus. Quelle latitude j'ai? Et souvent, on prend les contraintes et on ne les discute pas. Donc, vous voyez, chacune de ces situations par rapport au burn-out a des spécificités. Donc, c'est ainsi que dans cette partie, on va distinguer deux façons d'agir. La première, qui va être d'agir pour soi-même, et souvent les dirigeants ou l'encadrement oublient d'agir pour eux-mêmes. Et dans une deuxième partie, nous verrons comment agir, comment les dirigeants, l'encadrement peut agir par rapport à l'ensemble de l'entreprise, à l'organisation, pour que l'organisation soit saine pour les salariés. Voilà le programme de cette partie. Je vais laisser la main donc au docteur Renoir. Merci Emmanuel. Merci pour ces précisions très importantes sur agir pour soi-même et agir pour son entreprise. Donc, comme Emmanuel l'a dit, on est dans un processus. Le but de cette troisième partie, c'est de mettre en place des moyens pour éviter l'épuisement professionnel. On est bien en amont, on est en prévention primaire. Moi, je suis médecin de prévention. J'aime bien aller au-dessus avant d'être dans la pathologie. Voilà. Donc, agir pour soi-même. Il existe des petits outils diagnostiques qu'on peut utiliser pour détecter de manière précoce ce fameux épuisement professionnel. Parmi ces outils, parce qu'il y en a plusieurs, celui qui est souvent utilisé, c'est le test d'inventaire du burn-out de Malache, voilà, qui en fait représente une série de questions qui sondent les 3 points de l'épuisement professionnel que Emmanuel nous a présentés, à savoir l'épuisement, cette espèce de cynisme, de froideur, et la perte d'efficacité, enfin l'impression qu'on est moins efficace qui aboutit à la perte de confiance en soi, comme le cadre qu'Emmanuel a cité, je ne me reconnais pas, à quoi bon, ça sert à rien, vous voyez ces choses-là. Donc voilà, cet outil, on peut l'utiliser en consultation, certains médecins l'utilisent ou pas. En tout cas, sachez que bien en amont de l'épuisement professionnel, on peut détecter ces signes. Ensuite, agir pour soi-même, pour nos dirigeants. C'est très simple. On va distinguer 2 choses. Agir pour sa santé physique et agir pour sa santé mentale. Agir pour sa santé physique. Je vais vous présenter, selon moi, ma pratique, ça n'engage que moi, les 4 piliers de prévention de la santé physique des chefs d'entreprise pour soi-même ou des managers ou même des salariés. Je en parle aussi des fois. Parmi ces 4 piliers, un des piliers le plus important, c'est le sommeil. Le sommeil est un pilier de la santé physique et psychique. Et la question à se poser, comment est la qualité de mon sommeil? Est-ce que je me réveille dans la nuit? Est-ce que je pense au travail vers 5 heures du matin? Est-ce que je me sens fatiguée le matin quand je me réveille? Est-ce que mon compagnon m'a dit que je ronflais? Est-ce que je fais des pauses? Si votre sommeil, vous ne le jugez pas de qualité, il faut faire une consultation sommeil. Première recommandation. Deuxième pilier de la santé physique, l'alimentation et la consommation de SPA, de substances psychoactives. Les questions que je dois me poser. Quelle est la qualité de mon alimentation? Est-ce que je mange régulièrement
Est-ce que je suis en surpoids? Est-ce que je consomme des substances psychoactives? Parmi ces substances, tabac, alcool, médicaments, cocaïne, héroïne, cannabis. Voilà. Si votre alimentation, vous pensez qu'il y a des problèmes, je fais une consultation alimentation. Et on ne va pas tout faire d'un coup. Très important. Ensuite, troisième pilier de la santé physique, l'activité physique régulière. Voilà. Les questions que je dois me poser, est-ce que je bouge? Est-ce que comment je me sens dans mon corps au niveau moteur? Savez-vous que la sédentarité tue autant que le tabac? Ça, c'est très important à s'en rendre compte. Que 30 minutes d'activité physique régulière diminuent de 20% le risque d'infarctus. Voilà, faites un screening de votre activité physique. Et si vous vous posez ces questions et que vous n'en êtes pas satisfait, consultez votre médecin traitant. Il y a des programmes de remise à niveau d'activité physique, un coaching. C'est compliqué de dégager du temps, mais dégager du temps, c'est un devoir pour faire une activité physique régulière. Ça ne veut pas dire faire un marathon, ça veut dire marcher 30 minutes par jour. Très important. Ce qui peut aussi aider, c'est se mettre dans un collectif. Je sais que c'est compliqué, souvent on n'a pas le temps, mais un collectif peut aider. Ce qui est important dans cette activité physique régulière, pas un marathon, ne soyons pas dans les extrêmes, c'est de mettre un peu de cardio avec un peu de renforcement musculaire. C'est très important que les deux soient associés. Et pour finir, le quatrième pilier de la santé du chef d'entreprise, c'est une consultation cardiovasculaire. Voilà, les chefs d'entreprise et ceux qui ont des responsabilités ont un risque plus élevé au niveau cardiovasculaire. Le risque cardiovasculaire, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de faire un accident vasculaire cérébral, un infarctus et de boucher ses artères. Donc, vous devez avoir une consultation cardiovasculaire, soit avec un médecin traitant, soit avec un cardiologue. Qu'est-ce que c'est qu'une consultation cardiovasculaire? On estime le risque cardiovasculaire que vous avez en fonction de vos antécédents dans les parents et en fonction de votre âge, de vos facteurs de risque. On regarde ce qu'il en est, on fait une prise de sang, on regarde le cholestérol, le diabète. Ensuite, on vous prend la tension, on vous fait un électrocardiogramme et puis après, une fois qu'on a fait ce point cardiovasculaire, on donne des recommandations et on vous surveille. Voilà, c'est ça. Les 4 piliers de la prévention de la santé physique des chefs d'entreprise. Ensuite, on va parler de la santé mentale pour soi-même, la santé psychique. 2 choses très importantes. Clarifier son positionnement. Ça fait partie vraiment de la prévention de la santé mentale. Et s'entourer pour prendre soin de sa santé. Clarifier son positionnement. Comme Emmanuel et Farouk vous l'ont dit, on est sans cesse entre des objectifs à atteindre, souvent c'est ça, et des adaptations. Pour pouvoir avancer, ce qui est important, c'est de bien connaître sa position, c'est-à-dire quel est mon objectif et quelles sont mes valeurs. Voilà. Les valeurs de travail, c'est très important. Quand je reçois les gens en épuisement professionnel, souvent j'entends « je ne sais plus où j'en suis, je suis complètement perdue ». J'ai l'habitude d'utiliser cette image je leur dis souvent, est-ce que vous avez déjà nagé dans la mer? Quand on nage dans la mer, si on n'a pas de repère, une bouée, un petit pic, etc., on a l'impression de faire du surplace et on a perdu sa position. Donc, la première chose pour éviter en fait l'épuisement professionnel, c'est de connaître sa position à soi, pour pas aller vers des pertes d'identité. Vous voyez, je ne me reconnais pas. Des phrases comme ça. Donc, en prévention, c'est peut-être prendre conscience de quelle est ma position. Alors, souvent, moi, quand j'ai les personnes en épuisement professionnel, je leur dis
qu'est-ce qui est premier dans votre vie? Voilà. Alors, les choses sont différentes en fonction des personnes, mais au moins qu'ils en prennent conscience. Et puis, une fois qu'on a posé cette question, c'est et quelle est la place de votre travail? Voilà. Et ensuite, et au final, qu'est-ce que vous défendez dans votre travail? Quelles sont les valeurs de votre travail? Voilà. Donc, travailler sa finalité, première chose. Ça, c'est un pilier de la santé mentale pour mieux se positionner. Deuxième chose, comme Emmanuel l'a dit, s'entourer et ne pas être isolé. Très important. Si on a des questions quand on essaie de travailler sa finalité, eh ben, on va les poser à quelqu'un. Parce que les autres nous aident à nous positionner. Voilà. On débat, on échange avec son médecin généraliste, son médecin du travail, son médecin cardiologue. Voilà, les bouées qui nous permettent en fait de se positionner et d'avancer. Dans la mer, c'est pas les bouées qui vont nager à votre place, mais elles sont là pour que vous puissiez nager et elles sont fixes. Donc, s'entourer. Le gros risque, souvent j'entends les patrons qui disent « le patron, c'est celui qui est seul ». C'est une erreur. Un patron ne doit pas être seul. Il doit, bien sûr, il est le seul à la fin à discerner la décision qu'il devra prendre. Mais avant de discerner, voilà, s'entourer, c'est très important. Travailler sa finalité, ne pas rester seul. Et le troisième point très important, ce que j'appelle le ressourcement. Dans l'épuisement, il y a puits. Et dans le puits, il y a de l'eau. Et pour éviter qu'il n'y ait plus d'eau, voilà, qu'on soit sec, il faut aller à la source, se ressourcer. Et ça, c'est très important. Vous devez connaître ce qui vous ressource et y aller régulièrement. Alors, les salariés me disent, mais qu'est-ce qui nous ressource, docteur? Comment on peut savoir ce qui nous ressource? Très important. Ce qui vous ressource est très différent de ce qui me ressource. Il y a un côté très personnel. Mais en tout cas, dans ce qui vous ressource, il doit y avoir 3 critères. C'est quelque chose qui entraîne une coupure. Ce n'est pas la peine d'être en épuisement professionnel, de s'arrêter 6 mois. Mieux vaut faire des petites coupures régulières, voilà, dans son emploi du temps. Quelque chose qui coupe. Quelque chose qui vous décontracte le mental. Hop, on arrête de penser au travail. Et le corps, une relaxation. Et c'est quelque chose qui vous redonne de l'élan, qui vous remet en mouvement. Voilà. Dans ce qui vous ressource, il y a ces 3 choses qui doivent être là. Donc moi, j'ai l'habitude d'utiliser l'exercice de ressourcement dans les métiers à forte contrainte émotionnelle ou de RPS. Des petites questions. Qu'est-ce qui me ressource? Donc ça peut être, certaines personnes, c'est voir leurs amis, d'autres, c'est faire de la batterie, de la musique, bref. Et je dis, eh bien, maintenant, vous avez identifié ce qui vous ressource. Vous le mettez dans votre emploi du temps comme une hygiène mentale. Souvent, je dis, est-ce que ça vous arriverait de vous coucher sans vous brosser les dents? Certains me disent oui, je frôle l'infarctus. Mais voilà, c'est impensable pour moi. C'est l'hygiène bucco-dentaire. Eh bien, l'hygiène mentale du chef d'entreprise, c'est le ressourcement. C'est impensable que vous ne mettiez pas ça dans votre emploi du temps pour prévenir l'épuisement. Retourner à la source. Donc, travailler sa finalité, ne pas être seul, le ressourcement. Et une fois qu'on a fait ça, parce que c'est en 4e position, c'est faire un travail sur sa communication. Comment je communique? Est-ce que je respecte les règles de courtoisie habituelles, les 5 règles du savoir-être? Bonjour, merci, au revoir, s'il te plaît, excuse-moi, parce qu'on apprend aux enfants. Est-ce que je sais écouter? Dans la communication, il y a l'émetteur, le récepteur, savoir écouter. Voilà. C'est des questions qu'on se pose. Hein. Quel effet a sur l'autre mon type de communication? Est-ce qu'elle a des effets positifs? Est-ce que j'arrive à mener mon équipe? Voilà. En termes de communication, il y a multiples formations qui existent, multiples techniques. Et une fois qu'on a posé en fait les bases de la santé mentale, c'est un outil, si vous voulez, auquel c'est intéressant de se former, d'observer, de progresser. Voilà, agir pour soi-même. C'est vraiment les 4 choses importantes.
Agir sur soi-même, la santé au travail accessible aux dirigeants. Je vais pas, voilà, je vais pas épiloguer là-dessus. Vous savez que les services de santé au travail sont là. Bien sûr, on est disponible pour les dirigeants. La porte est ouverte, il n'y a pas de problème. Le rôle du médecin du travail est primordial, mais pas que. On a des psychologues du travail. L'essentiel, c'est que vous ayez une personne ressource, hein, soit à l'extérieur, soit à la médecine du travail, mais ne pas rester seul. Ensuite, pour le collectif, agir pour une organisation saine, pour le collectif. Ce qui est très important, et on ne l'a pas développé là, c'est bien sûr d'évaluer le risque RPS au sein de votre entreprise. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu que les facteurs de risque RPS sont nombreux, qu'on peut vraiment se tromper en stigmatisant quelque chose sur une personne alors que les facteurs de risque RPS ouvrent et permettent de mettre en place des démarches de prévention primaire qui sont très efficaces. D'autant plus qu'il y a un côté réglementaire, c'est-à-dire que si un jour il y a un problème dans l'entreprise, comme on en a vu, mais on en voit moins, hein, de suicide, des choses comme ça. Voilà, si dans votre document unique, il y a l'évaluation des risques psychosociaux au sein de votre entreprise, c'est énorme en fait. Ça veut dire que vous vous êtes sensibilisé, vous êtes formé, vous avez développé une démarche de prévention primaire pour prendre en place le risque. Donc c'est très important. La prévention de risque RPS fait l'objet d'un autre webinaire, mais vraiment, je vous encourage en prévention primaire d'évaluer ce risque RPS et le développer dans vos entreprises. Parce que comme l'a dit Farouk, 1 euro investi, il y a un retour sur investissement énorme, moins de conflits, moins d'accidents de travail, etc. Évaluez le risque RPS dans votre entreprise avec les outils de l'INRS qui sont des outils reconnus efficaces. C'est gagner en prévention primaire, secondaire et tertiaire de manière très importante. Et le service de santé est là pour vous présenter cet outil, pour vous accompagner dans l'utilisation de cet outil qui est efficace et qui est quelque chose de réglementaire de très important sur lequel on peut s'appuyer. Voilà. Surtout, pour une organisation saine, ne pas laisser les situations s'installer. Hein. Avant l'épuisement professionnel, il y a plein de signes. Des signes dont on peut vous alerter. Attention, le risque RPS est élevé sur cette unité de travail, évaluation des RPS, prise en charge des situations personnelles et hop, on dénoue avant l'épuisement collectif. Des fois, on a des épuisements collectifs à des unités de travail et puis les problèmes notamment judiciaires qui peuvent aller derrière. Le but, vraiment, c'est de prévenir, de désamorcer, de vite dénouer les choses pour la santé à la fois du chef d'entreprise, des salariés et pour l'efficacité de l'entreprise et du service rendu. Voilà, le service de santé est vraiment là pour vous accompagner en ce sens. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette présentation. Je vais redonner la main à Farouk pour un moment d'échange et de questionnement si besoin. Merci à tout le monde. On va tout de suite enchaîner avec les questions. Et on a reçu une question écrite, notamment en ce qui concerne le contexte actuel, bien entendu, hein, la crise qu'on a tous traversée. La question précise est la suivante. Alors, est-ce quelle est la question? Ah, j'ai l'impression que Emmanuel a répondu à la question. Donc, il y a une réponse qui a été par écrit. Bon, j'arrive plus à retrouver exactement la question, mais le sens de la question était le suivant. Est-ce que le contexte actuel, finalement, la crise qu'on a traversée, est-ce que l'isolement des salariés aussi, pour ceux qui se sont retrouvés brutalement soit en chômage partiel, soit en télétravail, peut être l'une aussi des causes de burn-out pour les salariés? Voilà, donc si Emmanuel ou Christine veut apporter un élément de plus. Effectivement, j'ai proposé une réponse à la question. Les axes sont les suivants. La première chose, c'est que le contexte de pandémie, en fait, génère une réorganisation de nos vies professionnelles, mais aussi de nos vies personnelles. Donc, cette réorganisation, quel est son impact? Si cet impact est lié à la charge de travail,
alors à ce moment-là, effectivement, on peut glisser du risque vers les pathologies de surcharge et potentiellement, pourquoi pas, un burn-out. En revanche, il faut aussi voir que ces réorganisations sont très souvent génératrices de stress, d'anxiété. L'anxiété ne constitue pas à elle seule un burn-out, mais peut nécessiter d'être accompagnée sérieusement, puisqu'elles peuvent quand même être des pathologies difficiles à vivre, qui nécessitent un accompagnement physique ou psychologique. Et enfin, le dernier axe de la réponse, c'est les réorganisations, l'anxiété peuvent être les déclencheurs d'un processus qui était déjà en place. Et c'est-à-dire que vous pouviez déjà être dans un processus, comme je parlais, d'évolution progressive du burn-out ou de la surcharge. Et on peut imaginer que vous êtes dans un contexte de surcharge fort, que vous êtes en train d'essayer de tenir, que vous développez énormément de choses pour maîtriser cette surcharge, et que rajouter un contexte de réorganisation et du stress lié à l'organisation personnelle et professionnelle qui change, le télétravail, peut faire que ce processus, finalement, vous voyez, vous vous souvenez dans mon schéma avec les braises qui deviennent des flammes et puis des cendres, peut faire qu'à ce moment-là, les flammes se déclenchent. Donc, effectivement, la réponse n'est pas franche, oui ou non, mais vous voyez, il peut y avoir plusieurs cas. Merci pour cette réponse, Emmanuel. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à lever la main, comme je l'expliquais en introduction, et on peut vous donner la parole. Et donc, les échanges sont ouverts. N'hésitez surtout pas. Alors, je reprends le fil des questions pour le coup écrites. Serait-il possible d'avoir un replay de ce webinaire? Oui, tout à fait. Les replays seront disponibles sur le site internet que vous avez ici là à l'écran, puisque Présence Auvergne-Rhône-Alpes, donc qui porte tous ces webinaires, mettra à disposition bien entendu les supports, ou via certainement aussi la plateforme, en tout cas le site internet de votre propre service de santé au travail. Dans tous les cas, vous vous rapprochez de votre service de santé au travail et vous aurez sans souci la possibilité de revisionner ce webinaire. Voilà, donc visiblement, la présentation a été suffisamment claire puisqu'elle n'a pas suscité énormément de questions. Je remercie encore une fois les participants, le Dr Renoir, Emmanuel Dufour, pardon. Et donc, on vous remercie, vous, pour avoir suivi jusqu'au bout. On s'excuse d'avoir un petit peu débordé sur le temps. De toute façon, on avait prévu aussi un temps pour les échanges. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos services de santé au travail pour pouvoir mener un travail de fond sur ce sujet qui, comme l'a dit le docteur Renoir, est avant tout un sujet de prévention, même s'il est réglementaire. Et les enjeux sont aussi bien humains, réglementaires, bien sûr, qu'économiques, comme on a pu le rappeler. Voilà, on vous souhaite une bonne continuation et puis une bonne journée. Au revoir et merci. Au revoir. Au revoir.